3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude, sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Mais avant que je vous parle du sujet, faut que je vous parle du sponsor du jour, les copains de The Bet, qui sont toujours là, et ça fait plaisir, merci à eux pour ça. Et si vous ne connaissez pas encore ce site de paris sportifs, croyez-moi, vous avez bien tort. Là-bas, tout est facilité pour une expérience utilisateur optimale. Vous sélectionnez le sport qui vous plaît le plus, ici le basket, et plus précisément la NBA, vous analysez les excellentes cotes qui ont été faites par les spécialistes de chez eux, et puis vous choisissez votre mise. Rien de plus compliqué. Non seulement ce site il est beau, il est pratique, mais il est aussi très sérieux, et je suis extrêmement ravi d'être l'ambassadeur de la NBA, aux côtés de grandes personnalités comme Omar Da Fonseca pour le foot ou encore Despiello pour la Formule 1. Et surtout, ce qui est cool et qui leur permet de se démarquer, c'est sur les avantages qu'ils produisent. Non seulement avec le code 6ème homme, vous pouvez doubler votre première mise jusqu'à 100 € pour obtenir des free bets, ça déjà c'est pas négligeable, mais en plus de ça, grâce à votre fidélité, grâce aussi à la régularité de vos paris, vous obtiendrez des niveaux qui vous offriront encore plus de free bets. Que demande le peuple? Tout ça, ça apporte de vrais moyens de s'amuser, parce qu'il faut pas l'oublier de toute façon, les paris c'est fait pour se faire kiffer, pas pour s'enrichir forcément. Perso, moi souvent c'est ce que je fais, j'aime bien miser quelques euros sur un match histoire d'ajouter du piment, et histoire d'ajouter de l'intérêt à ma façon de le suivre. Franchement, vu comme ça, je trouve que c'est cool. Par contre, il faut retenir une chose, c'est qu'évidemment les paris sont interdits aux mineurs et qu'il ne faut surtout miser que l'argent qu'on peut se permettre de perdre, sinon c'est la fin des haricots. Alors on y va, je compte sur vous, vous gardez bien ça en tête, et maintenant c'est le moment d'aller vous inscrire sur The Bet si ce n'est pas encore fait. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance désormais. Good luck, my friends. Mais bref, revenons à notre sujet du jour qui, vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, va parler des meilleurs duos de joueurs en NBA cette saison. Ne vous inquiétez pas, le format, le concept, les critères, mais aussi la façon qu'on a eu d'élire ce meilleur binôme, je vous l'explique juste après. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Quel binôme de joueurs représente le meilleur duo de la NBA cette saison? Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va élire le meilleur duo de cette saison. Et je le cache pas, j'ai eu énormément de mal à n'en sélectionner que 6. Et vraiment, le choix a été difficile. Au départ, moi j'ai pris toutes les équipes de la NBA, une par une, et à chaque fois, j'ai listé les duos qui pourraient me paraître intéressants et desquels j'avais envie de parler en live. Et je me suis vite retrouvé avec plus d'une vingtaine de duos, et ça faisait trop, vraiment, parce que parmi eux, même si ces duos je les trouvais intéressants, on savait très bien que certains ne pouvaient pas vraiment prétendre à la place de meilleur duo de la ligue. Du coup, j'ai commencé à faire un tri, à en virer, pour essayer d'en garder que 6, comme je disais, comme d'habitude, c'est mon chiffre dans ce genre de live, mais même là, ça a été compliqué, parce qu'à chaque fois, je me disais, si je parle de ce duo-là, il faut forcément aussi que je parle de celui-là, mais si je parle de celui-là, il faut aussi que je parle de celui-là, et au final, même combat, j'ai pas du tout réussi à émincer, j'ai pas du tout réussi à faire un tri, et je me retrouvais toujours avec une quinzaine de duos. C'était trop. Perso, moi je me suis dit, dans ce genre de live, je préfère parler d'un plus petit nombre de duos, m'attarder dessus vraiment, pour parler bien d'eux, plutôt que d'en faire plein et de les bâcler, surtout qu'on le sait, comme je disais, il y en a pas mal finalement qui peuvent pas vraiment ou réellement prétendre, si on est honnête, à cette première place. Du coup, j'ai réfléchi à comment je pouvais faire, et j'ai une idée qui m'est apparue, vous connaissez, moi j'aime bien les critères, et pour élire le meilleur duo de cette saison, je me suis dit que le principal révélateur, c'était le nombre de victoires de l'équipe. Même si évidemment, une équipe, c'est pas qu'un duo, je me dis qu'un duo qui gagne, forcément, ça fait un gros avantage pour lui. C'est pour ça, par exemple, j'aurais pu parler de LeBron et de AD, j'aurais pu parler de Kyrie et de Luka, par exemple, mais pour moi, vu qu'ils gagnent pas assez, même si pas de bol, ils ont été blessés aussi, ou qu'ils jouent pas ensemble depuis longtemps, ça fait partie du jeu aussi, c'est impossible de les considérer comme le meilleur duo de cette saison si on est honnête. Du coup, plutôt que de me prendre de la tête pour faire des choix avec lesquels j'aurais pas toujours été content, ou pas fier de moi, j'ai fait simple, j'ai pris les 3 meilleurs bilans de l'Ouest, j'ai fait pareil à l'Est, et dans chacune de ces 6 teams, j'ai dégagé un duo. Et vous allez voir que finalement, on a quand même du lourd en faisant comme ça. Donc cette méthode, elle est sévère, c'est clair, mais elle me convient quand même bien, parce qu'elle permet de faire un tri qui est cohérent, pertinent, je trouve, et de faire un cut qui est sévère, mais c'est le principe de tous les cuts, de toute façon, même si je dois le dire, ça me fait beaucoup de peine de pas parler du duo Donovan Mitchell-Darius Garland, vu que Cleveland est aujourd'hui 4ème de l'Est. Mais franchement, tant pis, il fallait être dans les 3 premiers de la conférence, et pour l'instant, les Cavaliers n'y sont pas, et donc pour faire ce cut, de toute façon, je suis assez persuadé que faire des règles strictes, c'était nécessaire. Donc désolé pour Mitchell et Garland. Pareil,
Du coup, c'est vrai que je veux faire un petit, je trouve pas mon mot, mais je veux annoncer un truc, non, je trouve même pas mon mot, mais peu importe. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont me dire des trucs du genre, telle équipe, c'est pas un duo, c'est plutôt un trio, ou alors c'est peut-être plutôt un quatuor, ou même juste une superstar qui est entourée par des role-players, et c'est pas vraiment un duo, parce que lui, il a pas vraiment un binôme qui va aller avec lui. Et en fait, moi, je vais vous stopper direct, parce que j'ai pas du tout raisonné comme ça. Non, chaque équipe, déjà, c'est pas un duo, pas un trio, pas un quatuor. Une équipe, c'est un effectif qui est composé de 15 joueurs. Et si on regarde la définition dans le dictionnaire, dans le Larousse, un duo, c'est un ensemble de deux êtres qui sont étroitement liés. Donc si on applique ça au basket, un duo, c'est juste deux joueurs qui jouent dans la même équipe, quel qu'il soit en fait. Donc dans une équipe, il peut y avoir tout plein de duos. Tant qu'il y a deux personnes, ça reste un duo. Et moi, je me fie à cette définition, c'est important. Bien sûr que pour faire une team entière, il faudra d'autres membres autour d'eux. Mais là, en fait, c'est pas le sujet. Dans chaque équipe, il est possible de dégager tout un paquet de duos, de trios, même de quatuors ou de quintettes. Par contre, pour choisir le meilleur duo de la NBA, je pense que l'idéal, c'est de choisir les deux joueurs les plus étroitement liés des équipes qui gagnent le plus. C'est un choix tranché, c'est sûr, mais c'est celui qui me semble le plus pertinent. Et surtout, ça permet d'éviter d'entendre dire que ces deux joueurs que j'ai choisis, c'est pas un duo. Si, forcément, même s'il y a plein d'autres gens autour, ça restera un duo. Donc à partir du moment où ils évoluent dans la même team, si l'on en suit la définition du Larousse, ce sera un duo. Et donc ils seront tout à fait légitimes pour rentrer dans la compétition d'aujourd'hui. Et vu que je sais que cette définition elle n'est pas toujours claire pour tout le monde, et je comprends aussi, je tenais à être clair avec la définition que j'ai décidé d'utiliser de mon côté pour expliquer mes sélections. Et ce qui me rassure d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai halluciné, depuis aujourd'hui on peut utiliser ChatGPT, la version 4, qui utilise des données récentes jusqu'à 2023, et ça c'est vraiment, je trouve, la vraie évolution par rapport à l'ancien. Et en moins de 20 questions, une fois que je lui avais corrigé ces inexactitudes, parce que quand même il y en avait beaucoup, on était quasiment 100% d'accord sur tous les duos que je voulais présenter, sans même lui dire quels étaient mes critères à moi. Je trouve que c'est un truc de grand malade, cette IA, c'est limite flippant, mais bon, ça je vais pas en faire des tonnes, c'est encore un autre sujet. Et bref, maintenant que tout ça c'est dit, ces duos qui correspondent aux critères que moi j'ai choisis, pas ceux de ChatGPT, je vais vous les présenter pendant que vous, à chaque fois, vous voterez pour savoir qui est le meilleur, en termes d'impact bien sûr, mais aussi en termes de complémentarité. Franchement, connaître votre avis, ça me hype de ouf, donc on va pas perdre plus de temps, on va y aller. Et le premier duo que je vous propose aujourd'hui, Jaylen Brown, Jason Tatum. Une sacrée paire, un sacré duo aussi, qui non seulement permettent actuellement à Boston d'avoir le deuxième meilleur bilan de la NBA, après avoir passé une longue partie de la saison au sommet, maintenant ils se sont fait doubler par les Bucks, mais en plus moi je trouve quel impact ils ont tous les deux. Même si chez les Celtics, on aime bien, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, on aime bien mettre le succès sur le dos du collectif en entier, et pas que sur le duo, parce qu'il y a tout plein d'autres joueurs, parce que c'est vrai, c'est difficile de nier l'impact de joueurs comme Smart, comme Horford, comme Brogdon et comme tous les autres. C'est impossible, à mon sens, de penser que le duo Brown-Tatum n'est pas l'un des meilleurs actuellement en NBA. Déjà, si on regarde les stats, c'est assez ouf. Tous les deux scorent plus de 26 points par match, c'est une dinguerie, tout en étant aussi très efficaces des deux côtés du terrain. Ils sont efficaces à 2 points comme à 3 points aussi, ils remplissent tout un tas de colonnes statistiques, points, rebonds, passes, contre, interception même, toutes les cases sont cochées, et en défense, quelle paire de cracks aussi, les deux sont très bons, les deux joueurs sont ultra mobiles, ils jouent intelligemment, encore une fois des deux côtés du terrain, et malgré le fait qu'ils n'aient pas plus de 26 ans, chacun d'eux, moi je trouve que leur science du jeu est déjà proche de la science du jeu qu'ont certains vétérans. Il faut dire aussi qu'en 5 ans de NBA pour l'un et 6 pour l'autre, vu que Brown est arrivé une année avant Tatum, ils en ont vécu des trucs tous les deux, ils ont vécu de sacrées aventures en playoff, ils ont vécu des finales de conf, une finale NBA l'an dernier, et à chaque fois ils étaient ensemble. Ça permet non seulement de créer de la maturité à deux, mais aussi de nouer des liens sur et en dehors du terrain, et aussi des automatismes à force. Pourtant, on s'en rappelle, pas plus tard que lors du début de la saison dernière, il y avait encore pas mal de doutes les concernant, avec beaucoup d'observateurs qui pensaient qu'ils avaient un profil trop similaire pour jouer ensemble, qu'ils avaient tous les deux peut-être trop besoin du ballon, et qu'au final, le talent de Tatum pouvait un petit peu annihiler le talent de Jaylen Brown, qui lui, alors qu'il a tout pour être un franchise player, selon certains, avec Tatum, est obligé d'enfiler le costume du lieutenant, alors qu'il mérite peut-être plus que ça si on observe son niveau intrinsèque. On leur reprochait également de jouer un petit peu trop chacun à leur tour, plutôt que de véritablement jouer ensemble, et là-dedans, oui, je pouvais trouver qu'il y avait du vrai, si je suis totalement honnête, même si au final, l'excellent jeu qui a été mis en place par Udoka l'année dernière, et qui a bien été repris cette année par Joe Mazzulla, qui entraîne une grosse circulation de balles, arrivait quand même à gommer, je pense, un minimum, en tout cas certains de ces constats. Sauf que moi, ce que je retiens, avec tout ça, c'est qu'au final, leur association à deux est super efficace. Tatum
Tatum a beau être excellent, a beau être un franchise player, c'est pas non plus le joueur le plus régulier du monde. Bien sûr que dans la hiérarchie au scoring à Boston, c'est lui l'option 1, mais parfois, on le sait, quand il est bien défendu, ça lui arrive d'avoir un petit peu de mal à développer son jeu et à mettre des shoots, comme beaucoup de joueurs NBA, hein, je lui jette pas la pierre pour ça. Mais là, ce que j'apprécie, c'est que plutôt que de forcer, comme il a déjà pu faire par le passé, où il laissait pas trop le jeu venir à lui, il essayait, les jours où ça rentrait pas, il essayait de forcer son talent, mais dans ces moments, maintenant, je trouve qu'il arrive à faire beaucoup plus confiance à Jaylen Brown. Moi, je trouve que Tatum, il a beaucoup progressé dans son playmaking et dans son QI basket, notamment cette saison, hein, ça s'est vu déjà l'année dernière, au fil des playoffs, tout s'est développé, et je trouve que cette saison, c'est encore plus flagrant, et ouais, aujourd'hui, c'est clair, un soir de maladresse, ou un soir où il arrivera pas vraiment à trouver le rythme, il pourra se reposer sur son binôme, qui est Jaylen Brown, qui lui n'en demande pas beaucoup moins, et pourra se régaler des espaces qu'il obtiendra avec toute la gravité que va entraîner Jason Tatum. Moi, je pense que c'est ça aussi la complémentarité, surtout quand les deux sont au top, ce qui arrive mine de rien de plus en plus souvent, ou qui scorent plus de 30 points chacun, c'est arrivé à 9 reprises cette saison, j'ai regardé les stats, et à chaque fois qu'ils ont mis 30 points chacun, ils ont perdu qu'une seule fois, ils deviennent quasiment impossibles à battre, donc moi je trouve ça très fort. Donc oui, peut-être qu'ils ont des profils trop similaires, moins complémentaires que certains duos, peut-être aussi qu'ils évoluent presque au même poste, et que ça peut être handicapant pour un duo, sauf qu'aujourd'hui, même s'il aura fallu peut-être un petit peu de temps, mais tous les deux ont réussi à trouver leur marque ensemble, hein, clairement, et désormais, plus personne ne dit qu'ils se marchent sur les pieds, il y a qu'à voir les résultats des Celtics pour s'en convaincre. Les deux ont été All-Star no-brainer cette saison, je pense que c'est amplement mérité, et pour moi, cette espèce de maturité qu'ils ont su acquérir avec le temps, mais aussi les sacrifices, hein, c'est important, qu'ils ont appris à faire pour jouer au mieux ensemble, dans le seul but de la victoire, c'est vraiment respectable, et hors du terrain en plus, il faut que je l'ajoute, leur relation semble vraiment au top. Perso, avec tout ça, moi j'ai aucun mal à affirmer que ce binôme, quand ils jouent ensemble, même s'il n'est pas le plus complémentaire du monde sur le papier, représente l'un des tout meilleurs duos de la NBA, notamment grâce à leur gros impact des deux côtés du terrain, qui en plus de ça apporte énormément de wins du côté des Celtics. Duo numéro 2, cette saison, voilà, de toute façon, vous le voyez, hein, c'est Jokic et Murray, et cette saison, on a Jokic qui a retrouvé son lieutenant avec Jamal Murray, qui avait manqué l'intégralité de l'exercice précédent en raison de sa rupture des ligaments croisés. Tout ça, on le sait. Et on s'en rappelle, hein, le meneur de jeu, notamment dans les matchs serrés ou dans les matchs importants, il a déjà maintes fois montré qu'il savait prendre les choses en main quand ça comptait, et de façon divinement belle. Remember la bulle de 2020. Mais ça, on va l'oublier temporairement pour analyser la valeur de ce duo actuellement, parce que je le rappelle, aujourd'hui, on évalue cette valeur du duo seulement sur la saison en cours. Et le premier constat, c'est que oui, il y a un déséquilibre jusque-là entre l'impact de Jokic et celui de Murray. C'est pour ça que certains d'entre vous vont dire que c'est pas un duo parce que Jokic est tellement au-dessus, mais moi je suis pas d'accord avec ça, parce que tant que ça reste deux joueurs d'une même équipe, je vous le rappelle, selon la définition du Larousse, c'est un duo. Et là, le Joker, même s'il a davantage scoré plus tôt dans sa carrière, il réalise probablement la meilleure saison de sa carrière, encore une fois, en termes de polyvalence, en flirtant avec le triple-double de moyenne. Perso, moi je préfère un Jokic qui score, 2-3 points de moins, mais qui a des stats aussi complètes que celles qu'il réalise cette saison. Je trouve que c'est une dinguerie, et s'il est si bien placé dans la course au MVP, voire même en tête, hein, selon certains, c'est pas un hasard, même si on est un petit peu déçu de pas voir le duel Jokic-Embiid qui devait avoir lieu normalement à Denver, mais ça peu importe, c'est pas grave, on s'en passe. À ses côtés, évidemment, vu que toutes les attaques passent d'abord par Jokic, ses coéquipiers savent profiter de sa vision de jeu, vu que le pivot, de toute façon, il a pris la très très bonne habitude de rendre tous ses coéquipiers meilleurs, et parmi ces joueurs qui deviennent meilleurs avec la présence de Jokic, il y a bien évidemment le Canadien, Jamal Murray, qui est le deuxième meilleur scoreur des Nuggets. Lui, par contre, sa saison, j'ai l'impression qu'elle se fait sur un tempo un peu crescendo. Si au départ ça se voyait qu'il manquait de rythme, après une saison sans jouer, que ce soit au niveau de son adresse, de son impact, ou même de la confiance qu'il avait en lui, peu à peu, j'ai trouvé qu'il se mettait à retrouver ses standards, avec notamment une très très bonne réussite à 3 points, qui est proche des 40%. Même s'il a manqué quelques matchs depuis l'All-Star Game, moi j'ai l'impression que je le vois de plus en plus prendre ses responsabilités, de plus en plus atteindre les 25 points, et prendre aussi les tirs importants dans le money time. Tout ça, j'aime quand il le fait, et ça, qu'est-ce qu'il en a besoin, Jokic, franchement, quand il joue. Après, oui, Murray, il est obligé de s'adapter à la présence du Joker, parce que même si Jokic est pivot, ça reste lui le créateur numéro 1. Et le Canadien, plus souvent, même si sur la feuille de match, il est meneur de jeu, dans le jeu, sur le parquet, on voit qu'il est souvent obligé de se décaler au poste 2, parce que le créateur, c'est Nikola Jokic. Donc oui, quand on analyse comment se déroulent les attaques des Nuggets, on pourrait presque dire que Murray n'est pas un meneur de jeu, parce que le meneur, c'est Jokic. Mais peu importe. Et surtout, est-ce que c'est un problème ?
Mais moi je trouve que pas vraiment, parce que même si Murray il a des qualités à la création, et que forcément il doit un petit peu sacrifier le ballon pour le laisser à Jokic, mais c'est aussi un joueur qui est capable de briller off-ball, de briller en catch and shoot, en arrivant très bien lui aussi à profiter de la gravité de son coéquipier, et forcément un mec comme Jokic, il les attire les défenseurs. De plus, moi je pense qu'on n'en parle pas assez, et c'est respectable, mais Murray réalise sa meilleure saison en carrière pour ce qui est des passes décisives. Comme quoi, bah là regardez, il tourne à plus de 6 passes, alors c'est pas non plus exceptionnel pour un meneur de jeu qui finalement joue plutôt poste 2, mais c'est sa meilleure moyenne en carrière, comme quoi lui aussi il peut prendre le relais de Jokic à la création, il peut aussi inverser les rôles de temps en temps quand il y en a besoin et à son tour attirer les défenses grâce à son bon dribble, grâce à son beau shoot aussi, pour distribuer aux autres quand ils sont démarqués. Et quand on voit que le duo là en cumulé il tourne à 16 passes de moyenne, c'est quand même très très lourd en termes de distribution du jeu, et évidemment que ça aide les Nuggets à être l'une des attaques les plus efficaces de toute la NBA. Après oui, c'est sûr que de l'autre côté du terrain en défense, bah c'est pas tout à fait la même si Jokic et Murray sont pas non plus des totales fraudes de ce côté-là du terrain et qui font au moins le minimum, ça je veux pas leur enlever, ce serait malhonnête de dire que ce sont des experts absolus du côté défensif, et à l'image de toute l'équipe des Nuggets, souvent la défense n'est pas à la hauteur de l'attaque. Mais peu importe, encore une fois, c'est pas ce que je vais retenir en priorité quand je vais parler d'eux. Moi je me dis que Jokic en playoff, il va pas pouvoir gagner des matchs tout seul, et ça s'est vu l'année dernière. Cependant, en ayant à ses côtés un joueur comme Murray, qui fait une très bonne saison aussi, il peut être soulagé, et comme on l'a dit, dans les moments clutch, Murray pourra prendre le relais, et ça j'ai vraiment hâte de voir, s'il est capable de maintenir ce niveau-là en fin de saison, dans les money time, vous pouvez vraiment compter sur Murray. Et même là en playoff, on l'a vu de temps en temps, la défense qui peut se focus exclusivement sur Jokic, un mec comme Murray, lui aussi, il peut vraiment en profiter. Donc j'aime bien la complémentarité offensive de ce duo. De toute façon, moi je le vois, avec les années, encore une fois, le meneur, il a très bien réussi à s'adapter à ce genre de situation. Et même si, évidemment, de toute façon, quand tu joues avec une star comme Jokic, t'es obligé, tu dois faire des sacrifices, mais je le trouve très bon dans ce rôle, il s'y adapte de plus en plus, et puis la façon qu'il a de prendre le contrôle du match quand il faut un peu, ou en tout cas quand il y en a besoin, je l'aime bien. Toujours, de toute façon, il apportera sa dureté, sa confiance, et toujours le Joker, il saura qu'il peut compter sur son coéquipier meneur là pour débloquer une situation compliquée. Donc quoi qu'on en pense, et même si oui, Murray, lui, contrairement à Jokic, n'était pas un All-Star cette saison, ces deux-là fonctionnent très très bien ensemble. Le bilan des Nuggets, qui sont premiers à l'Ouest, est là pour le prouver, et donc même si la hiérarchie est très claire dans ce duo-là, si on a une vraie superstar et un autre qui est plutôt dans le rôle de lieutenant, je pense que c'est tout à fait mérité que ce binôme fasse partie des meilleurs duos de la NBA cette saison. Alors, maintenant, on va parler de Jaren Jackson Jr. et de Ja Morant. Et ça, je vous le cache pas, quand je vous disais que j'ai beaucoup parlé à ChatGPT tout à l'heure pour avoir son avis, bon, j'avais déjà tout prévu dans mon live, ça a été mon seul petit désaccord. Il m'a parlé de 6 duos, et en fait, il avait les 6 mêmes équipes que moi, mais le désaccord, c'est que lui, il préférait mettre en avant le duo Ja Morant-Desmond Bane. Et j'ai essayé de lui donner mes arguments pour Jaren Jackson Jr. Non, on avait ChatGPT qui ne voulait pas en démordre, il préférait Desmond Bane. Donc ouais, vraiment, c'était notre seul désaccord, et à part ça, sinon on avait exactement les mêmes duos. Et après, j'avoue que à Memphis, c'est pas forcément évident de trouver un duo, vu comment le résultat de l'équipe, à mon sens, sont plus dus, un petit peu comme à Boston, mais peut-être encore plus à Memphis, à l'intégralité des efforts du collectif pour jouer ensemble, un collectif où tout le monde a sa place, pour ça merci Taylor Jenkins, que juste à un duo. Maintenant, moi, contrairement encore à ce qu'a voulu dire ChatGPT, et c'est bien qu'on soit aussi en désaccord avec les intelligences artificielles, je me suis posé 5 minutes, j'ai réfléchi, et je me suis rendu compte quand même de quelque chose de flagrant. Pour moi, le duo Ja Morant, Jaren Jackson Jr., dans sa complémentarité attaque-défense, c'est quand même quelque chose. Ja Morant, on le connaît, et si on laisse de côté toutes les histoires sordides qu'il a connues là en cette fin de saison, si on se concentre que sur ce qui se passe sur le parquet, offensivement, c'est quand même un génie. Près de 27 points par match, une adresse qui est excellente, et même si c'est pas un expert du tir à 3 points, c'est un joueur qui sait très 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 bien capitaliser sur ses forces. Morant, de toute façon, c'est un joueur qui est surathlétique, avec un toucher et une finition de dingue, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est pas juste un dunker, c'est un mec qui peut finir des deux mains, qui peut absorber le contact, finir avec la faute dans toutes les positions, et qui avec ça a la capacité d'aller scorer sur n'importe qui dans la peinture. Tout ça, c'est balèze. Ajoutons en plus de ça que c'est un très bon playmaker, avec un gros QI basket, avec une bonne patience aussi, moi j'aime bien, parce que c'est un mec qui peut courir très vite, mais qui peut aussi attendre sur jeu placé pour faire la bonne action, et tout ça lui permet de tourner à plus de 8 passes décisives par match. Et donc avec tout ça, ouais, on s'en rend compte quand même. En attaque, le joueur, il a tout un tas de qualités qui sont complètement uniques, et qui lui permettent d'être un joueur assez exceptionnel. En défense, par contre, il faut le dire, c'est pas forcément la même si avec son envie, son énergie et ses qualités athlétiques, on peut pas dire que ce soit un trou noir, parce qu'en plus de ça, avec sa vivacité dont on a parlé, ses qualités athlétiques, sa capacité d'anticipation aussi, il peut jaillir sur des lignes de passe, il peut voler des ballons, il peut même poser de très gros contres.
Pour ça, il fait au moins le minimum, enfin son taf est correct. Par contre, le minimum, moi ça me suffit pas dans une équipe comme Memphis qui a des ambitions. Et si les Grizzlies, cette année, malgré ça, mais ils sont la 3e meilleure équipe de la ligue pour ce qui est du defensive rating, c'est bien qu'il y a une raison si c'est pas grâce à Ja Morant. Et c'est pour ça que moi je veux mettre Jaren Jackson Jr. dans ce duo des Grizzlies, parce que cette raison, même si encore une fois elle passe beaucoup par le collectif, celui à qui je donne le plus de crédit, même si Desmond Bane est aussi un très bon défenseur, mais c'est évidemment Jaren Jackson Jr. qui actuellement est sacrément en course pour remporter le trophée de meilleur défenseur de l'année, et qui en plus de ça est tout simplement le meilleur contreur de la NBA. Donc déjà, pour faire simple, oui, avec ses 3 comptes par match, il domine toute la NBA dans ce domaine, et ce pour la 2e année consécutive, faut le noter. Et ceux qui pensent en plus que c'est juste un contreur, pour moi ils se trompent. On sait à quel point ce genre de statistique peut induire en erreur un peu quand on évalue la capacité défensive d'un joueur. Mais pour Jaren Jackson Jr., je trouve que cette stat elle ment pas. C'est pas le cas, parce que oui, c'est un protecteur de cercle élite, qui est pas non plus un kangourou qui va sauter pour toutes les feintes pour faire des stats. Loin de là, le mec il est patient, il attend la bonne opportunité, et je trouve que sa science défensive elle est grande, elle est importante, et j'apprécie grandement. J'aime bien aussi qu'avec sa mobilité, avec sa vitesse latérale, ce soit un mec qui ait aucun mal à switcher sur plusieurs postes, et franchement je kiffe, chez ces Grizzlies, défensivement le gars il est partout, il peut compenser tous les trous, et là-bas un travail de monstre, un peu dans l'ombre parfois, mais pour ça il mérite vraiment d'être mis en valeur, et moi je le cache pas, actuellement, j'ai peut-être 1 ou 2 hésitations, et ça se bastonne avec quelques-uns, mais il est top 1 voire top 2 de mes candidats pour le DPOY directement. Le seul truc que je peux lui reprocher un petit peu dans cette lutte pour le trophée de meilleur défenseur, c'est les fautes évitables et un peu bêtes qu'il est capable de se faire siffler de temps en temps, et sa faculté à être trop régulièrement en foul trouble. Parce que ouais, il laisse peut-être un peu trop traîner ses bras, ou il met des coups avec son corps là de manière inutile, tu sens qu'il manque de contrôle parce qu'il se jette un peu trop. Ça, j'aimerais qu'il le gomme. Mais excepté ça, défensivement, moi j'ai que du super positif à dire pour Jaren Jackson Jr. Et pour moi, oui, c'est le capitaine, c'est la pièce angulaire de cette défense des Grizzlies. Maintenant, c'est sûr, et c'est peut-être pour ça que ChatGPT préfère Desmond Bane, d'ailleurs c'est ce qu'il me disait, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour lui, et ses choix offensifs sont pas toujours les bons. N'empêche que ça va, tourner à 18 points par match, c'est loin d'être dégueu quand même si t'as une adresse qui est un petit peu aléatoire, et surtout que moi j'apprécie qu'avec sa capacité à shooter de loin aussi, à s'écarter, ça peut être un mec qui stretch, et qui justement est complémentaire à Ja, qui on l'a dit, lui n'est pas un shooter, et qui justement a besoin du plus de spacing possible pour scorer dans la peinture. Après oui, c'est sûr qu'en termes de stats, il y a mieux chez certains autres duos qu'on va présenter ou qu'on a déjà présenté aujourd'hui, mais les chiffres pour moi ça fait pas tout. Moi j'apprécie comment ces deux gars semblent se kiffer énormément sur le terrain et en dehors du terrain, l'entente elle a l'air au top entre les deux, mais encore une fois on peut se permettre d'aller bien plus loin quand on analyse l'impact qu'ils ont ensemble en termes de victoire, ou même en termes de complémentarité. Moi je trouve que ce binôme il est super intéressant, avec Ja en capitaine de l'attaque et Triple J en capitaine de la défense, les Grizzlies autour d'eux, pour moi elle est là la colonne vertébrale, et autour d'eux, avec tous les autres joueurs, cette équipe a pu trouver un réel équilibre, et à mon sens ça on n'en parle pas assez. La façon dont chacun comble les failles de l'autre un peu, mais aussi la façon dont chacun peut améliorer les qualités de l'autre avec son jeu, pour moi c'est une des vraies raisons du succès de l'équipe de Memphis cette saison, et ça méritait vraiment d'être mis en valeur à mes yeux. Et donc encore une fois, les deux ils se sont retrouvés All-Star cette saison, pour moi c'est mérité, et c'est dû à tout sauf au hasard, c'est que ce duo vraiment, il fait quelque chose de sacrément intéressant lors de cette campagne 2022-2023. Duo numéro 4, Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday. Et là encore à Milwaukee, pas évident de vraiment dégager un duo, même si au final quand on observe la saison, isoler Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday, ça me semblait être une évidence. Alors oui, il y a quelques temps, j'aurais probablement pris Chris Middleton plutôt que Jrue, mais pour ce qui est de cette saison, non, c'est hors de question. Middleton, ça a beau être un excellent joueur, il a manqué beaucoup de matchs cette année, et pour le moment, il est encore en pleine recherche de rythme, il peine un petit peu à retrouver l'impact qu'il avait par le passé. J'ai pensé aussi rapidement à Brook Lopez pour accompagner Giannis, et c'est vrai que défensivement, le duo Antetokounmpo-Lopez est ouf, mais je trouve que des deux côtés du terrain, il apporte pas autant que ce que Holiday apporte, et le véritable lieutenant qui peut porter l'équipe quand Antetokounmpo est pas là, c'est Holiday plus que Brook Lopez. Vraiment pour ça, moi je tenais à mettre en valeur Jrue Holiday, et j'avoue justement que j'étais bien content de le voir enfin récompensé par une sélection All-Star Game cette saison. C'était sa 2e en carrière, la première depuis 2013, ça faisait 10 ans qu'il avait pas été All-Star, il était aux Sixers à l'époque, et ça datait, alors que clairement, pour moi, ça faisait plusieurs années qu'il jouait le meilleur basket de sa carrière, et même si à chaque fois il a souffert de la concurrence, je suis bien content qu'enfin il ait eu une 2e étoile. Et voilà, maintenant moi je trouve, pour parler de Holiday, qu'à Milwaukee, le meneur il est juste comme un poisson dans l'eau en fait. Non seulement il peut agir en playmaker, lui qui tourne à plus de 7 passes par match, ça on l'oublie dans son jeu, mais il est très bon là-dessus, mais en plus de ça, même si évidemment c'est pas le meilleur scoreur de la ligue, et que parfois je le sais, son manque d'impact offensif, notamment au scoring, peut lui être reproché, il tourne tout de même à 19 points par match, avec des bons pourcentages, et ça reste très correct.
correct. Et puis de toute façon, bah encore une fois, pour moi, le niveau de Giroud, il s'analyse pas vraiment à travers les chiffres. Parce que oui, parfois, il va faire des matchs à 15 points, voire moins de 15 points. Néanmoins, ce que j'apprécie énormément, bah, c'est son QI basket assez exceptionnel des deux côtés du terrain. En fait, surtout, et ça se voit, je trouve, quand on regarde Milwaukee jouer, cette espèce de faculté qu'il a de toujours faire la bonne action au bon moment. Le mec, de toute façon, sur un terrain, moi je trouve qu'il est d'une justesse complètement folle. Il lance les systèmes, il s'implique dedans, il peut jouer on-ball ou off-ball, et il s'affiche comme un joueur collectif par excellence. Un mec super utile dans une équipe qui a des ambitions et qui cherche la win. Mais surtout, et j'en ai pas parlé encore, évidemment, en défense, c'est un expert, probablement l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur défenseur extérieur de la ligue, selon moi. Il peut mener la vie dure à n'importe quel arrière, il peut l'étouffer, il peut lui voler des ballons, il peut le prendre haut à partir du milieu de terrain, et son physique lui permet même de switcher temporairement sur des plus grands, et moi je trouve ça balèze ce qu'apporte Giroud de ce côté-là du terrain. Il a aucun mal à sacrifier son corps pour performer dans le domaine, pour provoquer des passages en force, et en vrai j'adore. Et puis pareil, ça non plus je l'ai pas dit, mais pour ce qui est du scoring, même si je sais que ça lui est reproché, je l'ai déjà dit ça aussi, c'est pas mal. Regardez vraiment les Bucks jouer, et vous verrez, dès que l'équipe galère à marquer des points, dès qu'Giannis est en difficulté, Giroud, même s'il aurait été invisible tout le reste du match, à ce moment-là il saura sortir de sa boîte et prendre ses responsabilités pour aller mettre le petit lay-up quand il faut, pour être un peu plus agressif vers le cercle plutôt que de se comporter en playmaker ou en facilitateur. Et moi j'aime beaucoup, donc oui, parfois on peut lui reprocher de pas être suffisamment impactant au scoring, mais je trouve que ça va quand même, surtout qu'à côté de lui, évidemment, on a Giannis Antetokounmpo. On a déjà un grec qui tourne à 31 points par match. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un Giroud à 25 points à côté de ça? Moi, je pense pas. Moi, clairement, je préfère justement un Holiday qui fera toutes ces petites choses, qui fera tout pour la win, plutôt que de penser à ses stats et plutôt que de penser à son scoring. De toute façon, il a tout dans le bagage, moi, je trouve. C'est un lockdown, mais c'est aussi un scoreur quand il faut, un playmaker, un facilitateur, un shooter. En catch and shoot, il est très adroit. Tous les costumes qu'il faudra enfiler, je trouve qu'il saura les assumer. Mais sans jamais en faire trop. Et c'est ça que j'aime bien, parce que d'abord, il va toujours penser à l'équipe. Parce que oui, le leader, on le sait, évidemment, c'est Giannis, le mec qui fait partie du trio favori pour remporter le trophée de MVP, c'est vraiment mérité, et même si Giannis c'est pas un shooter extérieur, son efficacité dans la peinture, elle est dingue, il tourne à 55% de réussite au global, il a des outils et des qualités athlétiques de freak, son surnom, il le doit pas au hasard, et il est capable de dominer à peu près toute la ligue, que ce soit au rebond ou quand il s'agit d'attaquer le cercle. Ajoutons, oui, qu'en défense, il fait également partie des super cracks de la NBA, avec son envergure de fou, avec sa longueur et sa mobilité qui n'ont limite pas d'égal et qui lui permettent de défendre aux 5 postes, et ça en fait des qualités à lister chez le grec. On parle beaucoup de cette complémentarité Antetokounmpo-Brook Lopez en défense, mais je pense que la compatibilité et la complémentarité Antetokounmpo-Holiday, elle est encore plus importante, je pense, parce que à la fois Antetokounmpo il peut protéger le cercle, mais Brook Lopez, lui, et ce que fait Brook Lopez, très bien, mais ça je trouve qu'Antetokounmpo peut compenser, ça s'est vu la saison dernière quand Brook Lopez a manqué énormément de matchs. Par contre, Antetokounmpo, il va avoir du mal en termes d'endurance et avec tout ce qu'il apporte des deux côtés du terrain, à aller choper le meneur adverse et à le prendre dès le milieu du terrain, parce que ça, Giroud Holiday fait très bien. Et pour moi, la vraie complémentarité, elle est là, du côté des Bucks. Et leur impact à ces deux-là, de toute façon, des deux côtés du terrain, avec clairement une superstar et un lieutenant encore, elle est folle. Et dans leur rôle, je pense qu'on a tout simplement, à chaque fois, l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Dans les meneurs, défenseurs, agressifs et polyvalents, c'est difficile de trouver bien meilleur que Giroud Holiday. Et dans les freaks comme Antetokounmpo, c'est pareil, de toute façon. On a une superstar de luxe, un lieutenant de luxe, tous les deux All-Stars, tous les deux, ils méritent le meilleur bilan de la NBA du côté des Bucks, des ambitions de titre, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez de plus? Évidemment qu'il fallait parler de ce binôme aujourd'hui, et pour moi, il y avait même pas trop de discussion possible sur le fait que à Milwaukee, si on dégageait un duo, c'était évidemment Antetokounmpo et Holiday. Allez, 5e duo pour aujourd'hui, et évidemment on passe à une paire qui est très lourde encore, avec Embiid et Harden, qui certes à Philadelphie, ils sont qu'à la 3e place de l'Est actuellement, mais mine de rien, même si ça paraît de plus en plus compliqué, surtout avec les absences répétées de Harden et Embiid, sont encore plus ou moins en lutte avec Boston pour la 2e, même si je pense qu'ils finiront à la 3e place, et qui finalement, ça on le dit pas assez, présentent un bilan assez équivalent, en tout cas à peu près similaire, avec celui de Denver qui est premier à l'ouest. Donc c'est vrai que même si les Sixers sont 3e dans la conférence Est, ils font partie des meilleurs bilans de la NBA. Et puis voilà, maintenant, là on a parlé des Sixers, mais si on parle de ce duo Embiid-Harden, qu'est-ce que vous vouliez imaginer de plus que ce qu'ils font statistiquement? On a juste le meilleur scoreur de la NBA qui est associé au meilleur passeur de la NBA. Et ça, c'était pas arrivé depuis le duo George Gervin-Johnny Moore des Spurs pendant la saison 1981-82. Ça date donc, et c'est un truc de ouf d'arriver à réaliser ça, moi je trouve quand même, et ça montre à quel point, déjà, malgré quelques soucis d'adaptation la saison dernière, parce que Harden était arrivé en cours de saison, mais le duo est complémentaire en attaque. De toute façon,
Que ce soit Joel Embiid ou que ce soit James Harden, les deux, j'en ai énormément parlé dernièrement en vidéo, donc je vais pas refaire la liste de toutes leurs qualités, on les connaît bien. Concernant Joel, pour faire un bilan, globalement, ce qu'on retiendra, c'est que physiquement, c'est peut-être le joueur le plus dominant de la ligue depuis un bon moment, au poste notamment, avec une capacité à enfoncer n'importe qui dans la raquette, grâce à une puissance, des appuis et des moves de ouf aussi, qui sont très bien utilisés, très bien léchés. Et si on ajoute à ça que, en face-up, c'est un monstre aussi, avec une vraie capacité à pull-up à mi-distance, et même pourquoi pas à 3 points, qui limite et digne d'un arrière, avec ses dribbles, avec ses appuis encore une fois, avec ses step back, ça en fait des skills pour marquer des points. De plus, avec le temps, je sais que ça tout le monde le remarque pas en tout cas, ou tout le monde ne veut pas l'admettre, ou les gens sont juste en désaccord avec moi. Moi je trouve que Embiid, il est plus mature, plus leader, et de mieux en mieux, il exploite mieux ses meilleures qualités, notamment dans les moments importants des matchs où il va arriver là justement à utiliser ses skills les mieux développés pour aller scorer des points faciles, tout en ayant développé sa capacité à faire des passes et sa vision de jeu sur les prises à deux. Finalement, tourner à 4 passes décisives, même un peu plus de 4 passes décisives par match, c'est loin d'un Jokic, c'est certain, mais pour un pivot, c'est déjà propre. Et de toute façon, pourquoi chercher à faire des passes décisives quand à côté de toi, t'as juste l'un des meilleurs playmakers de toute la NBA. D'ailleurs, le meilleur playmaker de la NBA selon Joel Embiid dans une interview qu'il a fait récemment. En vrai, moi, c'est appréciable de voir ce qu'on voit là, même du côté de James Harden, de voir ce qu'il est devenu, de voir comment il a complètement réinventé son jeu. Tout ça, finalement, dans le but de se donner un maximum de chance aux côtés de Joel Embiid pour obtenir la victoire. En 2023, là, c'est fini. Le barbu qui met 35 points par match comme il faisait à Houston, non, ça c'est le rôle de Joel. Et Harden, il l'a amplement compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est lui qui crée tout, en tout cas qui crée un max de choses à Philadelphie. Avec son dribble, il peut fixer les défenses sans problème et servir les shooters par exemple. On a des Niang, des Maxi ou même des Harris qui vont se régaler. Mais dans ses qualités sur pick and roll et même sur pick and pop pour faire briller Embiid, moi je trouve que c'est un maître. L'action, on la connaît par cœur. On a un écran de Embiid qui va se décaler dans l'elbow et là soit on a l'intérieur qui suit et Harden devant lui, il voit le couloir de drive qui s'ouvre et il n'hésitera pas à le prendre, soit on a le défenseur qui drop pour fermer le couloir de drive, et Joel il va se faire un régal de scorer en mid-range là dans son spot préférentiel sur le terrain, depuis lequel il a l'air réglé comme une horloge tout simplement. Moi je trouve ça impressionnant pour un pivot de son gabarit, l'adresse qu'il a dans son spot à mi-distance au niveau de l'elbow. Et puis voilà, croyez pas non plus que malgré tout ce que je dis et malgré toutes ses qualités au playmaking, on est un Harden qui soit devenu complètement inoffensif au scoring. Il suffit de regarder, il tourne déjà à plus de 21 points par match, et c'est sûr que les nouvelles règles qui date d'il y a 2 ans, ça lui permet peut-être moins de manipuler les défenses et de provoquer des fautes un peu ad nauseam comme il le faisait avant. Mais quand même, il garde certaines qualités, et non seulement, de temps en temps, il est toujours capable de mettre un step back à 3 points, ou même de partir en drive, grâce à son physique et ses épaules. Ça reste un joueur qui est assez tanké, qui a aussi une très très bonne finition main gauche, mais en plus de ça, il a retrouvé, je trouve, et ça c'est assez appréciable, une capacité à sanctionner en catch and shoot qu'il avait un petit peu en début de carrière, et qui avait été complètement mise de côté depuis son arrivée à Houston. Et ça, moi je trouve que pour profiter du point de fixation qui est Embiid, c'est essentiel, et vraiment on a Harden qui a réadapté tout son jeu pour s'adapter à Embiid, et moi je trouve que offensivement c'est assez fou comment les deux ils ont réussi à développer une alchimie avec cet esprit de garder en tête que ce qu'ils veulent avant tout c'est la victoire, et ça s'est fait quand même à la vitesse de l'éclair. Ça fait à peine plus d'une saison qu'ils jouent ensemble, vu que je le répète, James Harden est arrivé à la dernière deadline, et ça moi je trouve ça fonctionne plutôt bien. De toute façon, vraiment, est-ce que ça pouvait en être autrement quand on se dit que les deux joueurs veulent gagner? Non, de toute façon, c'est compliqué. Leurs qualités, elles sont complémentaires. Leur désir commun de victoire, il va bien ensemble. Et définitivement, j'ai l'impression que ces qualités, chez l'un comme l'autre, elles étaient faites pour se rencontrer. Après, certes, on a Harden qui a pas fini All-Star cette saison, et pour moi, c'est peut-être l'un des plus gros snubs de cette année. Bon, peu importe, on mettra peut-être ça sur le dos du fait qu'il avait manqué un trop grand nombre de matchs en début de saison pour pouvoir être élu. Et quoi qu'il en soit, ce que je retiendrai, c'est que c'est bien difficile de dire qu'en attaque cette année, ce duo est pas ultra bien huilé. Il y a qu'à voir comment le jeu des Sixers s'est transformé quand Harden n'est pas là en fait. Là ça se voit, il a manqué quelques matchs, et offensivement on avait une équipe de Philadelphie qui galérait beaucoup plus sans son créateur numéro 1. Après il faut le dire, en défense par contre c'est peut-être un poil plus compliqué. Embiid c'est un monstre de ce côté là du terrain, il compense pas mal de choses, mais parfois il utilise tellement d'énergie en attaque qu'il lui est difficile d'être excellent à tous les matchs défensivement. En tout cas il le fait quand même quand il en a besoin. Et de son côté, Harden il a beau faire plus d'efforts que ce qu'il en a fait dans sa carrière cette année, pour faire oublier la fraude qu'il était carrément quand il était à Houston, mais on peut pas dire non plus que ce soit un vrai expert dans le domaine. Mais en vrai c'est pas grave, parce que comme je disais, quand ça compte, Joel fait le taf en défense, et pas qu'un peu. Quand il est moins percutant en attaque, il va compenser en défense, ça il le fait très bien, alors que Harden, comme je le disais, lui maintenant il fera toujours le minimum, ou pas loin, il va prendre certains défis de manière personnelle aussi, j'aime bien, il a beaucoup moins besoin d'être caché qu'avant, quand il est ciblé il arrive à bien réagir, et surtout,
Et je pense que ça l'aide, hein, en attaque bien sûr, mais aussi en défense. Il est dans une forme physique assez étonnante, qu'on n'avait pas vue maintenant depuis pas mal d'années. Hein. Regardez à quel point il est fit, le James Harden de Philadelphie en 2023. Alors même si, évidemment, comme je disais, ça suffit pas de lui, tout ça suffit pas pour faire de lui un lockdown, ça fait plaisir à voir. Donc maintenant, il faut espérer que ce binôme puisse rester en bonne santé pour la fin de la saison, avec les playoffs qui vont arriver. C'est peut-être leur principale faiblesse, ça, la santé, même si là on sent que les deux manquent des matchs, pas parce qu'ils sont vraiment blessés l'un ou l'autre, mais parce qu'ils veulent prendre le maximum de précautions en vue des playoffs, parce qu'il faut le dire, hein, vu l'alchimie et la complémentarité qu'ils ont développé et qu'ils continuent à développer, moi je pense qu'ils pourraient faire de très très gros dégâts quand la post-season sera arrivée, si tous les deux sont à 100% de leur capacité, face à des adversaires qui seront pas forcément très heureux de croiser la route de Philadelphie et la route de ce duo. Donc évidemment, maintenant, même si pour la suite de la saison et les playoffs, les Sixers ne sont pas les grands favoris, ça reste quand même de bons outsiders, et j'ai l'impression qu'autour de ce duo, si tout fonctionne comme sur des roulettes, il y a quand même pas mal de rêves qui sont permis du côté des fans des Sixers actuellement. Le dernier duo, le numéro 6, et voilà, on finit avec un duo et une paire de joueurs dont j'ai encore une fois énormément parlé ces derniers temps, vu que j'ai sorti une vidéo sur les Kings il y a une dizaine de jours, et donc c'est cette association qu'il y a entre De'Aaron Fox et Domantas Sabonis. Et en vrai, est-ce que c'est pas surprenant, en tout cas est-ce qu'on pouvait s'y attendre au début de la saison de les voir ici, à se classer potentiellement parmi les 6 meilleurs duos de la saison dans une équipe des Kings qui s'est complètement retrouvée et qui s'affiche à la 3e place de la conférence Ouest? Si, forcément que c'est étonnant, et que c'était complètement imprévisible en début de saison, et soyez pas malhonnête, me dites pas que ça vous l'aviez prévu. Moi je trouve ça complètement ouf, et je trouve ça tellement plaisant et tellement rafraîchissant. En fait, qui aurait pu que cette équipe, qui avait pas fait les playoffs depuis 2006, soit si performante cette année, et s'affiche clairement au sommet des meilleures attaques de la ligue, et qu'elle soit si forte en termes de résultats. Et vous voulez savoir, moi c'est une stat qui est pas assez connue je trouve, et que je trouve complètement folle, même si évidemment les attaques battent des records en NBA cette saison, mais savoir que les Kings de cette saison présentent tout simplement le meilleur offensive rating all-time de toute l'histoire de la NBA, ça pour une surprise, c'est une surprise, et je trouve que c'est complètement dingue d'ouvrir les yeux et de se rendre compte de ça. De toute façon, il suffit de regarder jouer ces Kings, et qu'est-ce qu'elle est cool à observer, moi je trouve, cette équipe, et qu'est-ce que c'est plaisant de les voir attaquer. Pour ça, pour ce jeu offensif si bien huilé, bien sûr, l'équipe peut remercier le coach Mike Brown qui fait un taf de ouf, bravo à lui pour ça. On peut aussi remercier le boulot collectif général, l'efficacité des shooters aussi, cette équipe est bien construite et chacun se trouve. Pour ça, bravo aussi pour l'attaque en général. Mais surtout, moi je crois que cette équipe peut remercier ce duo qu'il y a entre Fox et Sabonis. On a un Lituanien qui est arrivé en cours de saison dernière, qui avait vraiment pas vraiment eu le temps de s'adapter, je trouve, à son nouvel environnement, un petit peu comme je disais avec Harden et les Sixers. Quand t'arrives à la deadline, c'est difficile de trouver des automatismes, sauf que maintenant, avec un training camp dans les pattes, je trouve que cette complémentarité, elle s'est vraiment développée avec Fox, avec des joueurs qui se trouvent parfaitement sur le terrain, et même pas qu'un peu. Bien sûr, on a un Domas, il est pas encore un joueur du calibre de Jokic, c'est sûr, mais au niveau des stats, c'est peut-être le pivot qui s'en approche le plus, avec une polyvalence de ouf, une efficacité incroyable sur ses tirs, une capacité aussi à scorer de partout, dans toutes les positions, même si c'est pas non plus un énorme shooter, ça il faut le dire, mais quand même, il peut s'écarter un minimum, il a un super touché, de vrais skills, il a de très très bons moves aussi, mais surtout, et c'est ça que j'apprécie, et c'est pour ça qu'on fait des comparaisons avec Jokic, une capacité à jouer le rôle de facilitateur, comme un dieu, j'exagère peut-être, mais vraiment comme un expert. Rendez-vous compte à quel point le QI basket de Sabonis est complètement dingue. Sa capacité à voir le jeu, à connaître les systèmes, à anticiper les déplacements de ses coéquipiers aussi, à poser de super écrans, pile dans le bon timing, moi je trouve que c'est pépite dans le jeu offensif de Sacramento. Et si, à cause de Jokic, on a tendance à croire que faire ça pour un pivot, c'est pas si unique que ça, qu'un pivot soit le meilleur de sa team, parce que c'est Sabonis, le meilleur passeur des Kings, quand même, moi je trouve qu'il faut se rendre compte du chantier que fait le Lituanien à Sacramento cette saison, en tournant à plus de 7 passes par match, en se muant en facilitateur de génie, et si l'attaque des Kings tourne si bien, c'est parce qu'en tant que tour de contrôle au poste, on a un Sabonis qui est un magicien, il faut pas chercher plus loin que ça. Si la balle circule autant à Sacramento, je pense que c'est avant tout grâce à lui, qui en plus, en NBA, est devenu le roi du double-double, c'est le meilleur en termes de double-double cette saison, il domine le classement des meilleurs rebondeurs aussi, ça commence, je trouve, à faire un sacré CV pour Domantas Sabonis. Il a déjà été élu 3 fois joueur de la semaine cette saison de la conférence Ouest, il a obtenu son sésame pour le All-Star Game aussi, donc c'est quand même fou, et tout ça en tournant à moins de 20 points par match, donc sans être un scoreur monumental, le chantier qu'il fait cette saison en termes de polyvalence et de science du jeu, lui, est monumental, quoi.
Et surtout que, bah, ok, il tourne à moins de 20 points par match, mais pour le scoring, faut pas s'en faire, parce qu'avec lui, bah, Sabonis, il a des Aaron Fox qui lui aussi a obtenu sa sélection All-Star cette année, et qui se régale de la gravité et du QI basket du joueur lituanien, en tournant de son côté à plus de 25 points par match. Alors c'est pas forcément sa meilleure marque en carrière, mais je trouve qu'il l'a jamais fait efficacement, parce qu'il a un pourcentage global supérieur à 50% quand même. Ça c'est propre. On a un meneur qui peut enfin profiter de ses énormes qualités de vitesse pour attaquer le cercle sans jamais s'arrêter, balancer une bombinette de temps en temps, et surtout laisser libre cours à son talent offensif qui est assez excellent. Et ça j'aime trop en fait, parce que je trouve que Fox avait peut-être été trop bridé avant, et il était trop obligé de se muer en playmaker, mais maintenant avec Sabonis il peut jouer complètement librement, et il a besoin de ça. Et puis il faut ajouter à ça que dans les money time, c'est le joueur qui, bah, tout simplement, qui a inscrit le plus de paniers depuis le début de la saison, donc pour moi ça en fait le joueur le plus clutch de la ligne, ou au moins un des joueurs les plus clutch de la ligue. Et des qualités, bah, ça en fait aussi du côté de Aaron Fox, surtout que bah, là encore elles sont ultra complémentaires à celles de son binôme Domantas Sabonis. Après voilà, bien sûr pour tous les duos pardon, depuis le début on a parlé des deux côtés du terrain, et c'est sûr que défensivement c'est pas la même fiesta. Les deux joueurs, bah, ils sont pas catastrophiques dans le domaine, encore une fois ils possèdent quand même de vraies failles quoi, et il faut en être conscient. Les Kings c'est définitivement pas une équipe défensive. Offensivement ça tue tout, défensivement bah, c'est pas non plus la grosse fiesta comme je disais tout à l'heure. Et bien sûr que leurs leaders Sabonis et Fox ont une part de responsabilité là-dedans. Mais c'est pas grave, parce que moi, bah, c'est pas ce que je vais retenir en premier quand je vais penser à ce duo-là. Déjà, je trouve que leurs limites défensives individuelles, elles sont au moins partiellement gommées par une vraie défense collective qui est mise en place par Mike Brown, qui de plus en plus utilise la défense de zone pour essayer justement de combler un peu ses failles et de les cacher. Ça marche pas trop mal, mais surtout, en fait, de l'autre côté du terrain, leur jeu offensif est tellement clean que ça vient largement compenser tout ça. En fait, moi je me dis ça, alors même si je le sais, en playoff, la défense va être beaucoup plus importante, mais là pour l'instant, on juge sur cette saison, et là on a des Kings qui sont 3e à l'ouest. Si tu encaisses 115 points et qu'en retour t'en mets 120 ou même ne serait-ce que 116, il est où le problème? De toute façon les matchs tu les gagnes, donc si tu continues comme ça, il y a rien à dire sur le côté défensif si ton attaque est bien meilleure et qu'elle te permet de gagner. Et en plus de ça, moi ce que j'aime aussi, c'est cette espèce de mentalité, ce qui montre sur le terrain, cette envie. Tu sens que les deux et même toute l'équipe de Sacramento, ils sont tous déter. Ils se rendent compte que là en ce moment ils sont en train de faire quelque chose d'exceptionnel, ils sont en train de faire une histoire un peu Cinderella que tout le monde kiffe. Eux ils s'entendent parfaitement sur un parquet, et là j'ai l'impression que ils sont prêts à tous les sacrifices pour prouver ensemble à quel point ils peuvent être excellents. Donc moi je trouve que cette narrative elle est cool. Le côté light the beam aussi, où ils allument le rayon laser à chaque victoire, je trouve que c'est cool aussi, et je trouve que ça a surtout un énorme sens pour le présent et pour le passé, avec toutes ces années sans playoff. Non vraiment je trouve ça génial, l'histoire elle est magnifique pour eux. Donc rien à dire, hein. Jusque là on a des Kings qui s'en sortent très bien, chapeau à eux pour ça. Avec un bravo particulier à leur duo Fox-Sabonis évidemment, qui non seulement on n'attendait pas là, mais qui en plus sur le terrain, en termes d'entente, d'impact et de complémentarité offensive, fournit un boulot de fou furieux. Bah non, j'ai rien de plus à dire. Aujourd'hui, et ça j'ai envie de finir là-dessus, malgré l'excellent taf qu'il fait à Indiana, tout le monde a oublié Tyrese Haliburton à Sacramento, alors que rappelez-vous cet été, tout le monde commençait à dire que les Kings avaient fait encore une nouvelle erreur. Mais non, parce que là on a Sabonis qui est excellent, et voilà, le fait d'avoir fait oublier un Tyrese Haliburton qui se régale à Indiana aussi, à mon avis ça montre que c'est un trade win-win, et ça a permis non seulement à Sabonis de briller à Sacramento, mais aussi à De'Aaron Fox d'avoir un joueur beaucoup plus complémentaire à ce qu'il fait, et tout ça, ça montre encore à quel point ce duo fonctionne bien ensemble et est performant. Moi je trouve ça très kiffant. Épilogue. Bon alors aujourd'hui ça a été difficile, je dis pas forcément que c'est le classement des 6 meilleurs duos de la NBA, quoique, parce que selon mes critères, vu qu'un duo il faut qu'il gagne pour être respecté, ça rentre forcément en compte, donc moi je pense qu'on n'est pas loin de lister là, actuellement en tout cas sur cette saison, les meilleurs duos de la NBA. Alors bien sûr, moi j'ai quelques crève-cœurs, je vous en ai parlé en début de live, j'aurais adoré parler de Donovan Mitchell et de Darius Garland, j'aurais adoré, ça aurait été mon petit kiff à moi de parler de l'énorme taf que font Julius Randle et Jalen Brunson du côté de New York, j'aurais adoré voir ce que Booker et Durant auraient pu faire si Durant ne s'était pas blessé, des Kawhi Leonard et Paul George qui peuvent être énormes aussi s'ils sont en bonne santé, il y en a tout plein des duos comme ça, des Kyrie et Luka, j'aurais imaginé que ça marche mieux, c'est pas le cas, des Murray et Trae Young finalement, tu peux pas dire qu'il y a, bien sûr que c'est un duo selon la définition, mais en termes de complémentarité ça marche pas. Il y en a énormément des duos dont j'aurais aimé parler aujourd'hui, mais voilà, j'ai préféré quand même m'attarder sur les 6 duos qui pour moi méritaient le plus, et pour mériter il fallait parler en termes de bilan, et donc voilà les 6 que je vous ai présentés, et pour moi
moi, ben, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir le top 6 des duos. Donc maintenant, cette hiérarchie par rapport à ces 6 duos, c'est vous qui l'avez décidé. Et en numéro 6, en tout cas, celui que vous avez moins bien classé, celui que vous pensez le moins qui va débattre avec les meilleurs duos, en tout cas qui a le moins de chances d'être élu meilleur duo de la ligue, c'était le duo composé de Nikola Jokic et Jamal Murray. Parce que vous êtes que 40% à avoir pensé que c'était un duo qui puisse être en course pour être le meilleur duo de la ligue. Alors je comprends, parce que défensivement c'est pas non plus ouf. On a aussi un Jamal Murray qui a mis du temps à retrouver son niveau aussi, même si je trouve que de plus en plus il le retrouve, comme je disais tout à l'heure, il est de plus en plus clutch. Non, moi ce que j'apprécie quand même avec ce duo, c'est la capacité de playmaking qu'ils ont à deux et qu'on retrouve pas forcément chez les autres. Pour moi c'est sa grosse force, par contre sa place en tant que numéro 6, je la comprends. Et franchement ça je l'admets, je le mets bien ici. En numéro 5, vous m'avez mis De'Aaron Fox et Domantas Sabonis. Perso, moi je l'aurais mis peut-être un poil plus haut ce duo, alors peut-être que selon vous il est pas assez expérimenté, il défend pas assez aussi, et vous avez du mal aussi à dire qui est le leader. Alors est-ce que c'est grave ça dans un duo de pas savoir qui est le leader? Moi je sais pas. Pour moi, de toute façon, peut-être que l'option 1, et même c'est sûr, l'option 1 au scoring c'est De'Aaron Fox, mais De'Aaron Fox n'aurait pas ce niveau-là s'il avait pas un Sabonis qui facilitait autant le jeu pour lui et qui faisait tout le reste. Et Sacramento n'en serait pas là non plus sans un Sabonis comme ça. Et Sabonis c'est pareil, hein, il se régale de ce que peut apporter Fox. Là pour moi on a un vrai duo complémentaire. Et voilà, vraiment le seul truc que je peux lui reprocher c'est le manque de défense. Pour l'instant ça se compense en attaque. Il faudra voir ce que ça donne en playoff. En tout cas pour l'instant ils ont rien à perdre. Hein. Ils ont une micro-chance, ils vont la saisir jusqu'au bout. Et comme je le disais, ils sont tellement plaisants à voir jouer ces Kings que j'ai hâte de voir ce que ça va donner en post-season. Moi je pense que je les aurais mis une place devant, parce que voilà, en place numéro 4 vous m'avez mis Jaren Jackson Jr. et Ja Morant. Je pense que j'aurais mis, moi j'aurais inversé les deux, j'aurais mis le duo des Kings juste devant celui-là, mais je comprends aussi très bien, hein, ça se discute. Là vous êtes, en même temps ça s'est joué à 1% près, parce que vous étiez 44% à avoir voté pour le duo Sabonis-Fox et 45% pour le duo Triple J Ja Morant. Là c'est pareil, hein, de toute façon moi ce que j'aime bien avec ce duo, on en a assez parlé, c'est la complémentarité offensive-défensive de chacun d'entre eux, parce que défensivement c'est Jaren Jackson Jr. la pierre angulaire des Kings, offensivement c'est Ja Morant bien évidemment la pierre angulaire des Kings, j'ai dit des Grizzlies, et donc Ja Morant c'est la pierre angulaire des Grizzlies offensivement. Non franchement cette complémentarité est cool, peut-être qu'on attendrait un peu plus de réflexes et d'automatisme en attaque, où il se trouve pas assez, même si comme je disais tout à l'heure j'aime bien le fait que Jaren Jackson Jr. puisse s'écarter pour ouvrir des espaces à Morant, mais pour moi ça manque un poil de complémentarité. J'aurais inversé ces deux places, et à voir, peut-être même que je l'aurais mis en 6 derrière Jokic Murray. Peut-être que j'aurais fait ça, mais bon, c'est mon avis personnel. Vous l'avez mis en 4, et je respecte tout à fait votre décision, parce que de toute façon, à mon avis, en fonction des critères et des sensibilités de chacun, tout se défend là-dedans, donc c'est votre classement qu'on va garder, le mien on l'oublie, et ce duo se retrouve en numéro 4 dans le classement d'aujourd'hui. En numéro 3 maintenant, et bien là j'étais assez surpris, c'est le duo des Bucks, Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday. Vous êtes 68% à avoir voté positivement pour ce duo, et donc il se retrouve sur le podium, certes, mais à la 3ème place. Je pense que je les aurais mis plus haut, dans la mesure où... alors bien sûr que ce n'est pas qu'un duo Milwaukee, n'empêche que, de toute façon, toutes les équipes, hein, de toute façon, on le sait, devant, il va y avoir le duo des Celtics et le duo des Sixers, et bien sûr que ces deux équipes non plus ne sont pas qu'un duo. Et donc bien sûr, peut-être que vous leur avez reproché ça, vous avez peut-être reproché à Jrue Holiday d'être trop en dessous du niveau d'Antetokounmpo, comme vous reprochiez aussi à Murray d'être trop en dessous du niveau de Jokic. À mon avis, c'est ce qui pénalise le duo des Bucks. Mais moi, je disais tout à l'heure, offensivement, c'est Giannis qui fait la majorité des choses, mais c'est pas grave, parce que toutes les petites choses derrière, Jrue Holiday les apporte, donc pour moi c'est complémentaire. Et défensivement, j'ai expliqué aussi tout à l'heure, ce duo-là est encore plus complémentaire à mon sens que le duo Antetokounmpo-Brook Lopez. Ça c'est ma vision des choses, mais je trouve que ces deux-là peuvent apporter, franchement en défense, tu mets que ces deux-là sur le terrain, à mon avis ils peuvent tout faire. Donc moi je pense que je les aurais mis plus haut, peut-être pas à la première place, mais peut-être à la place 2, à voir, après ça se discute, parce qu'on a deux énormes duos de devant, donc en vrai, quel que soit... Parmi les trois duos du podium, je peux comprendre tous ceux qui ont mis l'un de ces trois-là à la première place, parce que tous ont des arguments. Là, à la 2ème place, donc avec un score de 73%, donc 5% de plus que le duo des Bucks, vous avez pris Joel Embiid et James Harden. Et ça, je l'ai vu, votre argument, il est clair, et il se vaut aussi. C'est tout simplement, comme on disait, le meilleur scoreur de la NBA, le meilleur passeur, avec un James Harden qui a vraiment appris à jouer avec Joel Embiid, deux joueurs qui se trouvent parfaitement. Comme on disait, peut-être moi j'ai l'impression, en fait, ce duo... que ce soit le duo de Boston ou que ce soit le duo de Milwaukee, défensivement, ils sont peut-être pas à la hauteur, malgré tout ce que peut apporter Embiid défensivement. Par contre, offensivement, j'ai l'impression que c'est le plus complémentaire et celui qui peut être le plus impactant des 6 qu'on a présentés aujourd'hui. Donc à voir aussi, encore une fois, c'est une question de sensibilité, ça dépend où vous classez le curseur pour évaluer la puissance d'un duo. Et clairement, si vous mettez beaucoup d'intérêt et beaucoup d'impact dans le jeu offensif, je comprends que vous mettiez celui des Sixers très haut. Si vous mettez beaucoup d'impact sur le jeu défensif, moi je
l'aurais mis un peu plus bas. Donc ça se discute, moi j'aurais peut-être mis en 3 derrière Yanis Giroud, mais ça, non, en vrai, je sais pas. Peut-être non, j'aurais laissé en 2. J'aurais laissé en 2, on est assez d'accord là-dessus. La seule inversion que j'aurais faite, ça aurait été peut-être celui des Grizzlies et celui des Kings. Donc non, franchement, de toute façon, votre classement, je le trouve très cohérent. Et en numéro 1, bah, de toute façon, vous savez qui y reste. Ça part chez les Celtics, avec une win pour les Celtics. Finalement, bah, on le voit, hein, à chaque fois, quoi qu'il arrive, quels que soient les classements qu'on fait, quels que soient les matchs qui se jouent cette saison, les Celtics finissent toujours par fumer les Sixers. Et ce qui se passe encore dans cette course au duo, parce que les Celtics finissent en tête et loin devant aussi avec un score de 83%. Je rappelle que les Sixers étaient à 73%, donc les Celtics 10 points de plus. Et là, on le voit, malgré le manque potentiel de complémentarité sur le papier entre ces deux joueurs, parce qu'ils jouent quasiment au même poste, et bien la complémentarité sur le terrain, elle est là, parce que les deux ont appris à jouer ensemble, les deux ont appris à développer des secteurs qui leur permettaient de mieux se trouver sur le terrain, à être plus complémentaires, à être plus agressifs ensemble, offensivement comme défensivement, avec un Brand qui s'est sacrifié des ballons pour jouer off-ball et qui peut prendre le contrôle dès qu'il y en a besoin, dès que Tatum en a besoin. On l'a dit, on a aussi deux plays défensives. Non, franchement, je capte. On le voit, hein, de toute façon, un duo qui tourne à plus de 56 points à 2, c'est carrément exceptionnel. Donc, let's go. Moi, je suis assez d'accord. Et on va finir comme ça aujourd'hui. Bravo à Jaylen Brown et Jason Tatum qui gagnent la palme du meilleur duo de cette saison NBA 2022-2023. D'ailleurs, on verra. Est-ce que vous me direz si ça vous tente aussi, potentiellement en commentaire ou n'importe où, dans le chat là sur Twitch. Est-ce que ça vous dirait qu'on refasse ce genre de vidéo? Moi, j'ai kiffé la faire avec vous. Et est-ce que ça vous dirait qu'on la refasse en fin de saison prochaine pour essayer de voir si ça a évolué, ce classement des meilleurs duos de la ligue, en termes, si on analyse ça saison par saison. Donc dites-moi tout ça. En tout cas, moi j'ai pris un vrai plaisir, un vrai pied à étudier tout ça avec vous, et avec un chat aussi réactif et autant de monde sur les sondages, ça c'est cool. Ça permet d'avoir des réponses plus cohérentes et un classement qui finalement tient vraiment la route. Voilà pour ce qui est du meilleur duo de la NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous trouvez les résultats cohérents? Dites-moi aussi en commentaire quel est le vôtre de duo préféré, ou en tout cas quel est le meilleur selon vous, à vos yeux. Comme d'habitude, ce sera hyper riche de lire vos commentaires, de lire vos analyses, vos avis et vos arguments, donc n'hésitez pas, j'ai hâte. Je vous rappelle aussi que si vous voulez tester les paris sportifs avec tout plein d'avantages, mais aussi avec plein de moyens de s'amuser, c'est sur TheBet qu'il faut aller. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Sans vous, c'est clair, on n'en serait pas là et je n'aurais pas autant de beaux projets pour la suite. Alors merci de continuer déjà pour tous ceux qui soutiennent, et si vous voulez rejoindre cette team en or, n'hésitez plus, toutes les infos seront dans la description. À très vite. Stop the boat, right?